Victor Hugo disait, il y a des procès qui dépassent les hommes, ou plus que l'être en lui-même, on juge nos propres abîmes. C'est peut-être pour ça que le procès Didi passionne autant. D'ailleurs, on a à plusieurs reprises cité ici Victor Hugo parce que il était le reflet d'une certaine partie de la société. Et d'ailleurs, même dans le verdict, on voit qu'il y a des personnes qui sont énervées, outrées, profondément blessées. Oui, pourquoi? Parce que Didi a été déclaré non coupable des principales charges retenues contre lui, à savoir trafic sexuel, organisation criminelle, donc le RICO, le pilier des accusations contre lui, ce qui fait en sorte que ses enfants étaient heureux en sortant de la salle d'audience, son fils a commencé à faire des push-ups, des pompes en dansant sur ses chansons. On a vu que ses partisans chantaient Free Didi partout dans les rues. On a aussi vu que certains de ses partisans, parce que le monde ne nous épargne vraiment rien, ce oignet de Baby Oil pour fêter à quel point ils étaient contents de le voir de retour. Mais ça ne s'arrête pas là. Young Miami a fait plusieurs posts célébrant la sortie de son chéri parce qu'apparemment les Golden Shower, ça lui manque. On you everywhere, you like it? I just like it. You do? Oui. Et la fascination et la particularité de l'affaire Didi que j'avais d'ailleurs repris dans les différentes analyses. C'est d'ailleurs intéressant d'aller les revoir avant de continuer la vidéo parce que la première c'est Omar m'a tué dans laquelle on revenait sur les témoignages de Cassie et la perversion, ce que ça impliquait pour lui. La seconde c'était effectivement à la réponse des avocats, l'explication de comment la défense piégeait les témoins qui est donc aujourd'hui centrale autour de ça qu'on appelait la contre-attaque diabolique et dans laquelle j'avais pris en référence le jeu d'échecs. Et la troisième c'était le régime politique dans le lien avec ses employés. La quatrième c'était le western, l'assaut final. Toujours est-il que j'ai toujours lié ce procès à l'aspect sociétal et c'est justement aussi parce qu'il y a l'aspect sociétal que tout le monde était quasiment sûr que Didi était mort. Il était condamné avant même d'être jugé et c'est peut-être pour ça que le fait qu'il ait quand même eu une condamnation pour 2 chefs d'accusation, à savoir transport de prostitution dans les cas de Jane et de Cassie, n'est pas suffisant. Le peuple voulait un monstre à abattre, ils ont eu un verdict et une gueule de bois. Sauf peut-être vous qui êtes dans l'unité spéciale, et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va revenir sur plusieurs points. Je vais vous demander une petite chose, parce qu'elle va s'appeler les 12 travaux de Didi, et je veux que vous soyez 12. 12 pour la voir, ou alors que si vous avez des groupes WhatsApp, des gens assez différents, d'univers assez différents, qu'ils viennent pour qu'on reconstitue plusieurs faits de l'affaire Didi, et qu'à chaque fois, on essaie de savoir, au vu des faits posés, si au moins une personne pourrait condamner Didi au-delà de tout d'autre raisonnable, parce qu'il s'agit de ça. Si vous êtes 3 ou 4, 2, réfléchissez bien. Si une seule personne doute, bah en fait c'est la raison du verdict. Dans les dernières heures du procès de Didi, il y a un événement qui m'a frappé, je crois que c'était lundi, quand les jurés sont rentrés dans la salle d'audience, il y avait pas mal de documents qui doivent être vérifiés par le juge et la partie adverse qui ont été donnés aux jurés. Dans ces documents-là, on s'est aperçu donc d'un document transmis par les procureurs, parce que les procureurs, c'est 6 femmes, et c'est très important que ce soit 6 femmes qui aient décidé d'attaquer Didi. Je vous l'avais dit au début, que c'était vraiment aussi le côté de, c'est la rébellion féminine contre ce gros macho, c'était l'image aussi qu'elles voulaient donner. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont donné un document aux jurés dans lequel elle justifiait l'organisation criminelle. Parce qu'il y a une question qui est restée dans l'esprit de tout le monde. Comment peut-on être condamné pour trafic et organisation criminelle seul? Il n'y a pas d'autres accusés, il est le seul sur la barre. Donc du coup, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont donné un document dans lequel on voit plusieurs autres personnes. On a 3 employés de Didi et ils expliquent dans ce document que ces 3 employés de Didi sont les complices de Didi pour l'organisation criminelle. Sauf que ces employés n'ont pas témoigné, n'ont pas été appelés à la barre et ont été cités parfois sans jamais avoir été incriminés de quoi que ce soit. Et ils ont quand même transmis le document malgré tout aux jurés. Là vous dites ok c'est bien parce que du coup elles renforcent leur dossier, c'était bien pour les jurés. Bon en fait moi ça m'a marqué parce que j'ai pas trouvé que c'était bien pour les jurés, j'ai trouvé que c'était un signe de panique de venir à la dernière minute faire ça, mais surtout, et là où j'ai eu confirmation d'ailleurs en lisant une juriste très populaire sur Twitter qui s'appelle Megan Cunning, c'est le fait que les avocats de Didi qui avaient la possibilité de dire non, on ne veut pas que vous donniez ce document, les laissaient faire, parce qu'ils avaient compris. Thankfully, in our country, we have a right to a jury trial. And thankfully, Mr. Combs took that right. He actually battled for his freedom, for his innocence, he did it. Didi est un homme violent et jaloux. Là, je pense que beaucoup d'entre vous se disent « Oui, franchement, la procureure a bien parlé. » Non. Cette phrase est très importante parce que le premier travail des avocats de Didi, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est le désamorçage. Dès qu'ils vont entrer dans la salle d'audience, dans la première plaidoirie, je l'avais signalé, qu'est-ce qu'ils vont dire? Didi est un homme violent et insécure. La stratégie des avocats de Didi ne va jamais être
de nier qui est Didi. Ils ont compris en fait très rapidement que personne ne peut trouver que Didi est un cas cool. Personne ne peut même vouloir être ami avec Didi. On a tous des opinions fermées. Je veux dire, personne est pour les violences enfin, tout ça là, ça nous exècre. Ils sont pas venus en le présentant comme quelqu'un de bien. Ils ont au contraire insisté dès la base en disant oui, c'est quelqu'un qui est violent, qui est jaloux, c'est quelqu'un qui s'est mal comporté avec ses petites amies. D'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que plus l'amas de détails sur le fait que Didi était violent et qu'il s'était plus ou moins mal comporté et qu'il reconnaissait l'avoir fait était clair, plus il pouvait discréditer l'autre partie du procès, à savoir l'organisation criminelle. D'ailleurs, la juriste Meghan Cunning disait que les avocats de Didi ont passé tout leur temps dans le procès à distribuer des rapports d'audience. Ils imprimaient eux-mêmes les rapports d'audience. Et plusieurs personnes lui ont demandé « Mais pourquoi est-ce que les avocats de Didi font imprimer les rapports d'audience ?» Et elle dit que quand elle a vu faire ça, elle s'est dit qu'ils avaient compris que, selon eux, les détails de l'affaire, plus il y avait de détails, plus ça leur servait et ça desservait à l'accusation. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que Stevie raconte? Pourquoi est-ce que plus on aurait de détails, plus ça peut affaiblir l'accusation? Parce que déjà, c'est ce qui s'est produit, mais surtout, en fait, ce n'est pas un procès moral. Un procès moral, ça veut dire que nous sommes touchés, on est choqués. Moi, j'ai été dégoûté par leurs infections urinaires, enfin, j'en pouvais plus de cette histoire. Mais en soi, le fait que je sois dégoûté, choqué, ou alors c'est mes émotions, qui n'ont rien à voir avec le fait de savoir si Didi, et c'est là le cœur du procès, a une organisation criminelle ou pas. Maintenant, sur le second travail, on a eu le victim blaming, ou alors le victim shaming, je sais pas comment on l'a appelé de nos jours, mais en tout cas, on a eu ce que moi j'ai appelé le discrédit du témoin principal, à savoir Cassie. Cassie, qui a subi des choses horribles de la part de Didi, ça je pense que nous sommes quasiment tous d'accord, et je vais vous dire mieux, les avocats de Didi sont d'accord. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vous disent déjà que Didi est un homme violent, qu'elle a été frappée et tout. La seule nuance qu'ils vont essayer de mettre en exergue sur la relation entre Didi et Cassie, c'est le fait que, déjà dans le temps, ça a duré 11 ans, que dans les ruptures entre les deux, en fait, il y avait une toxicité parce que Cassie était capable d'avoir un autre mec. Certains employés de Bad Boy étaient au courant que Cassie avait d'autres relations. Elle est tellement au courant de cette relation qu'elle les a un peu aidés. Un jour, Cassie lui a envoyé un texto pour lui dire qu'elle était en couple avec Scott, et elle lui a dit supprime ça parce que Didi paye à tous nos téléphones, donc du coup il va savoir ce qu'on se dit. Donc Didi contrôle aussi, c'est pour vous montrer le niveau, les textos des personnes dont il paye les téléphones. Didi lui-même avec d'autres relations, donc du coup c'est la relation toxique parfaite. Cassie vous dit dans le truc qu'elle n'a pas de haine contre Didi, qu'elle continue à l'aimer, mais surtout quand ils ont forcé Cassie à dire ça, ils vont ressortir quand même une flopée de textos. Et pourquoi je vous parle des textos? Parce que vous pourriez vous dire que ça n'a servi à rien. C'est pas vrai. On sait que les textos ont servi à quelque chose parce que mardi, au moment où ils étaient en train de délibérer, ils ont redemandé les textos de Cassie et de Jane avant de prendre leur décision. Ce qui veut dire qu'ils ont relu les fameux textos entre Didi et Cassie après les freak-off. Fort argumentaire de Didi vu qu'ils étaient arrivés avec 25 pages de textos de Cassie et qu'il y avait aussi à côté plus de 20 pages de textos de Jane. Dans ces textos-là, en général, elles étaient plutôt contentes et d'ailleurs les textos de Cassie, selon moi, avaient une faiblesse particulière, c'est que quand elle finit sa relation avec Didi, ça se passe encore très bien dans leur texto, ils continuent à se dire qu'ils sont l'amour de leur vie, même quand elle est dans la relation avec le prof de sport. Ce n'est que plusieurs années après, à savoir 2 ans après, alors que plus ou moins les rapports sont apaisés entre les deux, qu'elle finit par revenir vers lui en lui disant effectivement que j'ai subi des choses, mais quand ils se séparent officiellement, il n'y a pas de ressentiment, en tout cas apparent entre les deux. Cet élément-là va jouer. Pas dans le sens de se dire que Cassie n'a pas suivi des choses horribles de la part de Didi, et ça c'est vraiment important, parce que je ne pense pas que les jurys n'ont pas pris en compte la douleur de Cassie. Je pense en revanche que dans les codes de ce qu'on appelle le trafic sexuel, ça ne rentrait pas. Sean Combs has not sexually assaulted anybody. I've been saying this for months. We've said it with each lawsuit that came out. Et ça, c'est un fait de la loi américaine. C'est-à-dire qu'ils disent, par exemple, que pour le trafic sexuel pour des adultes de plus de 18 ans, le jury doit trouver, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé, donc Didi, a su, et je trouve que c'est twisted, parce que c'est la question à laquelle ils ont dû répondre. Didi a su ou était dans une ignorance volontaire du fait qu'il utilisait force, fraude ou coercition pour faire participer la victime à une activité sexuelle commerciale. Il n'y avait pas de commerce dans l'activité sexuelle qu'ils avaient entre eux. C'était pas elle les... P-U-T-E-S. Mais c'est pas tout. L'accusé, Didi, a recruté, transporté, logé ou obtenu la victime dans ce but. Mais elles ont une relation qu'elles disent elles-mêmes être sentimentale. Elles pensent être ses petites amies. Mais c'est pas tout. L'activité impliquait le commerce sexuel
sexuel, c'est-à-dire qui avait un échange de valeurs, argent, drogue, logement, cadeaux contre des actes sexuels. Là, je trouve que ça se rapproche beaucoup plus parce qu'ils expliquent effectivement qu'elles avaient des cadeaux, il y avait de l'argent. Mais, et c'est là la problématique qui, selon moi, a rendu, entre autres, les textos décisifs, c'est qu'elle-même exprime une sorte de relation sentimentale avec lui. Donc, juridiquement, que ce soit des femmes qui aient souffert, je pense que tout le monde est d'accord et je pense vraiment, pour moi, en tout cas, Cassie a toute ma compassion depuis le début. Mais que juridiquement, et ça je m'y attendais, ce soit très difficile de la rentrer dans ce qu'on appelle un trafic sexuel, c'était une évidence. C'est pas une évidence contre elle, c'était une évidence dans le sens où l'accusation paraissait trop grosse pour les faits qui nous étaient présentés. C'est-à-dire qu'il n'était pas jugé pour violence ou connard. Enfin, et donc du coup, ça lui a permis de se prémunir de ça et d'être encore mieux positionné parce que finalement, tout ce qu'il était censé défendre, c'était de faire douter sur le fait que, elles étaient peut-être consentantes. Et ça, il y a très peu de gens, y compris dans l'affaire de Jane, qui passe donc sur notre troisième point, il y a très peu de groupes de 12 personnes dans lesquels vous allez vous retrouver, qui vous diront par exemple que Jane, qui était l'autre victime, qui est notre troisième point, et qui pour moi était d'ailleurs, je vais être un peu trivial ici, je trouve que Jane était une très mauvaise témoin, parce que donc finalement, il était accusé par 2 femmes de trafic sexuel, ce qui pour moi est une autre faiblesse. On peut pas déclarer que quelqu'un a une organisation criminelle et n'avoir que 2 femmes pour un trafic, enfin, ça amincit le dossier, selon moi. L'autre problème, c'est que Jane, qu'on me pardonne, parce que je sais qu'on va pas me pardonner, ça, je sais qu'on va me pardonner. Alors, on en a parlé dans la dernière vidéo, son contre-interrogatoire était pas ouf, mais la partie où elle m'a fasciné, c'est qu'elle est pas comme Cassie. Cassie, c'est une fille qu'on peut comprendre. Elle avait 19 ans quand elle le rencontre, elle a 22 ans quand elle commence à sortir avec lui. On peut comprendre. Jane a déjà plus de 30 ans, elle sort d'une relation avec 50 Cent, avec Jason Derulo, donc je pense qu'elle connaît quand même le milieu. Là, quand elle nous dit que dès qu'elle a lu l'histoire de Cassie, elle a lu son histoire, cette phrase m'a frappé. Et je sais que tout le monde s'est dit, oui, mais ça veut dire que c'est exactement le même schéma que Didi a reproduit avec elle. Mais je pense que la suite de son interrogatoire a pu poser la question inverse. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a lu l'histoire de Cassie qu'elle l'a aussi bien retranscrite avec exactement les mêmes détails? Pourquoi? Parce que sinon, ça ne s'explique que très peu juridiquement. Elle découvre donc l'histoire de Cassie qui ressemble à son histoire, mais elle va continuer à faire les freak-off avec Didi. Alors vous allez me dire que c'est une emprise, mais elle fait aussi des freak-off avec d'autres rappeurs. Didi découvre que Jane a fait un freak-off avec un rappeur qui s'appelle Beer. Et Didi entre dans une colère noire, et donc du coup il y a un échange dans lequel Didi lui dit « Je ne peux pas croire que tu sois allé faire le freak-off de quelqu'un d'autre. Seigneur Jésus. Désolé, je suis mort de rire. C'est un peu particulier du coup de nous dire que c'est une emprise chez Didi si tu continues à faire des freak-off avec d'autres rappeurs et surtout jusqu'à 2 semaines avant que Didi n'aille en prison, elle continue de faire des freak-off avec lui. Là, peut-être certains vont me dire, elle était obligée. Peut-être qu'elle était obligée. Mais le fait que les avocats de Didi aient mis tous ces éléments en exergue a fait pencher sur le doute raisonnable du fait qu'elle était trafiquée sexuellement et je pense d'ailleurs qu'elle a été piégée parce que elle a témoigné contre Didi en avouant à tout le monde que mon loyer actuellement est payé par Didi, mes factures sont payées par Didi et je suis d'accord avec vous, ça peut donner l'impression que Didi la contrôle totalement. Mais le fait qu'elle témoigne aussi et qu'il l'ait laissé témoigner, parce que imaginez, ils avaient coupé les vivres. S'ils avaient coupé les vivres à Jane avant qu'elle ne témoigne, on aurait pu se dire, ah, vous voyez, c'est parce qu'elle a voulu témoigner qu'on lui a coupé les vivres. Le fait qu'elle témoigne aussi, avec un loyer payé par Didi et Didi qui continue de lui payer sa dîme mensuelle, ça donne aussi l'impression que c'est une femme libre. Et je pense que c'est un coup que les avocats ont joué parce qu'ils savaient très bien que ça crée le doute. Et le doute, si on doute du fait que tu sois trafiqué sexuellement, Didi s'en sort. L'avocat lui avait demandé après, est-ce que tu n'as pas reçu plus de 150 000 $ de Didi? Est-ce que mes 3 années valent 150 000 $? Tu as reçu des sacs Bottega? Combien coûtent des sacs Bottega? Combien est-ce que mon corps coûte? Je vous rappelle aussi au milieu de cette vidéo que cette vidéo n'est en tout cas à aucun moment un soutien quelconque à Didi. On essaie de comprendre pourquoi, et je vous explique, réexplique d'ailleurs, parce que je l'avais déjà expliqué sur les précédentes vidéos, pourquoi il a gagné. Mais ça veut pas dire qu'on le soutient. Et donc du coup, on passe au RICO. Le RICO, c'est l'organisation criminelle, c'est vraiment le truc de fou. C'est la plus grosse charge que tu puisses avoir aux États-Unis. J'avais d'ailleurs dit que R. Kelly perd sur les mêmes bases parce que R. Kelly nie tout. La stratégie de Didi que vous venez de voir, c'est que Didi nuançait tout. Et c'est pour ça qu'en nuançant tout, il a fini par gagner, au moins sur ces points-là. Le point du RICO, c'était d'expliquer et de faire comprendre aux jurés que Didi avait une organisation criminelle.
Une organisation criminelle, faut bien voir ce que c'est. Et l'une des premières choses qui nous a fait penser que Didi avait une organisation criminelle, vous vous rappelez, c'était quoi? Le raid. Le raid de Didi était un truc de fou. Ils sont venus avec des chars de guerre, quand même. C'est-à-dire que on s'est dit, oh my god, il y a des trucs de fou. C'est d'ailleurs pour ça que ça a alimenté toutes les fausses rumeurs en disant qu'il y avait des mineurs chez lui, des transports de je sais pas trop quoi. On nous a raconté Justin Bieber, Usher, des trucs qui étaient pas dans l'histoire. Donc du coup, ils sont venus avec une grosse machinerie super lourde pour pouvoir dénicher ce qu'il y avait chez Didi. Et ça, pour moi, c'était l'un des points forts du procès. J'attendais avec impatience le moment où ils allaient dévoiler ce qu'ils ont sorti chez Didi. Ça a commencé à patiner en fin d'année dernière, parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient 1 téra de vidéos, et dans 1 téra de vidéos, ils semblaient pas avoir le truc. Et finalement, quand ce moment est arrivé, le moment fatidique dont certains se rappellent avec l'agent du FBI qui vient dévoiler tout ce qu'il a trouvé chez Didi, il y a factuellement un malaise. Vous vous rappelez, on trouve 25 bouteilles de baby oil, de la farine dans toutes les sortes possibles, des résidus de cocaïne, des chargeurs, un pistolet de fusil de style AR-15 et dont les numéros étaient rayés, et ça c'était illégal, mais surtout un pistolet chargé retrouvé dans une des valises de la maison d'hôte. Et ensuite, donc, du coup, un canard en caoutchouc et de la lingerie fine, des toys. Alors, à ce moment précis de l'affaire, pour vous raconter un peu l'histoire de l'intérieur, moi, j'ai appelé Kesha, Niadiko aussi, je crois, et d'autres potes pour leur dire, les gars, il va s'en sortir. Et ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit, en fait, le problème de la fouille de la maison est un problème interne déjà à la police américaine. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont dû être énervés par la procureure du fait de leur avoir fait perquisitionner à grand fouet comme ça la maison d'un artiste, donc en leur disant que c'est un truc de ouf. Et quand ils sont sortis de là, ils sont sortis avec un contre-interrogatoire que vous pouvez aller revoir qui était humiliant pour eux. Parce que à la fin du contre-interrogatoire où les avocats lui disent, l'ont baladé, se sont foutus de sa gueule en lui disant à la fin, est-ce que tu as une arme chez toi? Et il finit par dire oui, Didi a une arme chez lui. Qu'est-ce que ça donne? En fait, ça a créé un souci de gêne. Est-ce que vous pouvez confirmer à la cour qu'il y avait des traces d'ADN de Didi sur les fameuses armes ou alors sur les fameux chargeurs? On peut pas confirmer à la cour qu'il y avait des traces d'ADN de Didi sur les armes et le chargeur. Est-ce que vous avez des armes chez vous, agent Guinan? Et du coup, il répond oui. Et là, il termine avec le fameux no further question. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Il y avait énormément de policiers pour très peu de preuves physiques. Et le fait qu'il y ait très peu de preuves physiques, ça permet d'insérer des êtres humains. Dès que tu insères des êtres humains, le RICO, organisation criminelle pour un artiste, c'est très difficile à dire. Parce que tu as des employés, tu envoies certains acheter ceci, cela. Donc partant de là, ça devient de l'interprétation. L'interprétation, ça crée quoi? Ça crée le doute. Et c'est pour ça que les procureurs avaient préparé leur coup. Elles ont pris Capricorn Clark, l'employé de Didi, qui a raconté l'histoire selon laquelle elle avait été kidnappée par Didi, effectivement, pendant quelques jours, et elle est revenue après au travail, et ça s'est passé de façon plus ou moins cool pour elle. Enfin voilà, elle a raconté ces histoires, elle était kidnappée. Donc du coup, nous, on s'est dit, ah, s'il y a un kidnapping, effectivement, c'est une histoire de fou. Ça montre que Didi a une organisation, il y a des gens qui travaillent pour lui et des criminels. La seconde manche de l'organisation criminelle de Didi, qui était très importante pour eux, pour que ça tienne, c'était Kid Cudi. Pourquoi? Parce que Kid Cudi racontait qu'effectivement, Didi a brûlé la voiture. Donc du coup, on s'est dit, ah, Didi se comporte effectivement comme un criminel. Et de vous à moi, je pense que on pense qu'effectivement, c'est Didi qui l'a fait. D'accord. Mais c'est pas la question. La question est malheureusement juridique. Comment vous prouvez que Didi l'a fait? Vu que vous avez fait des perquisitions et que vous n'avez pas trouvé de preuves. Maintenant, comment vous le prouvez? Et du coup, vous allez avoir des oui-dire et les contre-interrogatoires que je vous avais fait lire vous montraient que il défonçait très fortement les fameux témoins Capricorn Clark qui s'est contredit à plusieurs reprises. Kid Cudi qu'ils ont laissé passer de façon cool, mais où ils se sont servis de Kid Cudi pour discréditer Cassie, mais surtout, à la fin du témoignage de Kid Cudi, il y avait un problème. Le problème où j'ai trouvé la procureure peu courageuse, c'est que on nous a dit, en 2012, il y avait eu des empreintes relevées sur la voiture de Kid Cudi. Quand il y a eu le fameux crime commis. Ces empreintes ont disparu l'année d'après. Je crois que c'est en 2011 et elles ont disparu en 2012. Une partie de la presse américaine que je suivais, je ne dormais quasiment pas, franchement, je dormais à 6-7 heures parce que après les rapports de gens, je regardais les journaux américains. Ils ont dit, mais oui, mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle est allée au procès sans attaquer la police américaine? Et ça aurait été tellement plus logique. On attaque la police américaine. Est-ce qu'il y a une taupe dans la police américaine qui pourrait dire que Didi a payé quelqu'un? Et là, du coup, est-ce que la police américaine est corrompue? Enfin, là, on y va.
Ce qu'elle a fait, c'est pas ça. Elle est venue avec l'histoire sans preuve. Elle s'est dit que les témoignages allaient servir suffisamment pour créer un faisceau autour de Didi. Je suis d'accord. Et ça a créé un faisceau émotionnel. Parce que nous tous, on se dit que Didi l'a fait. Mais factuellement, elle l'a pas prouvé. Et c'est pour ça que sur la fin, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont fait cette espèce de coup de passe-passe. Parce que le juge, pour moi, leur a fait une passe D. En disant que finalement, ils vont retirer les témoignages de Capricorn Clark, témoignage du kidnapping, les témoignages de Kid Cudi, des charges principales, parce que ça permettait, selon j'ai envie de dire ça, non, ça permettait de centrer mieux, pour que Didi tombe plus facilement. Non, c'est parce qu'elles se sont rendues compte sur la fin que le RICO ne tenait pas. Ces deux éléments-là n'étant pas prouvés, ça affaiblissait l'organisation criminelle, et ça ne leur permettait pas, au-delà de tout doute raisonnable, de convaincre le jury, parce que c'était des témoignages sans preuve factuelle sur des preuves qu'elles auraient pu trouver. Elles auraient pu trouver, avant le procès, le gars de Capricorn Clark, le fameux gars qui aurait emprisonné Capricorn Clark. Il fallait le trouver, il fallait que lui témoigne, il y avait pas de preuves physiques de choses qui, dans une organisation criminelle, qui en plus, il faut vous rappeler d'une chose, et ça c'est aussi super important dans le RICO. L'organisation criminelle, quand tu es condamné aux États-Unis pour un RICO, doit avoir son dernier méfait commis dans les moins de 5 ans. Vu que c'est une organisation, en fait, pour qu'on puisse te condamner comme un cartel, ton cartel doit avoir connu son dernier crime dans les moins de 5 ans. Et donc, du coup, c'est aussi là où attraper Didi dans le RICO était difficile. Et j'ai vu d'ailleurs plusieurs juristes le dire dès le début. Ils ont dit, ça va être trop difficile, vu que si vous dites que Capricorn Clark a été kidnappé, tout, voilà, par Didi, comment vous prouvez que c'est les mêmes personnes, c'est la même organisation qui a kidnappé Kid Cudi ou qui... En fait, c'était comme une pieuvre que vous essayez d'enfermer dans une case. Et elles n'ont pas réussi. It's a great victory for the jury system. They acquitted him of the racketeering conspiracy, the kidnapping, the arson, obstructing justice. He was innocent of that. Le 6e travail qui a, pour moi, aidé Didi, et vraiment ça c'est un truc malicieux, je veux vraiment que vous débattiez d'ailleurs entre vous, c'est l'argent. Moi j'ai observé quelque chose sur l'affaire Cassie, c'est que Cassie avait beaucoup de compassion au début, et dès qu'elle a été payée, ça a commencé à changer. Et je trouve que beaucoup d'hommes ont commencé à dire P-U-T-E. alors qu'ils étaient plutôt compatissants avec elle au début. Et je trouve que cet élément que j'avais signalé dès la première vidéo est ressorti. Il y avait 8 hommes contre 4 femmes. J'avais dit au début que 8 hommes contre 4 femmes dans une affaire de trafic, machin, c'est très dur. Surtout qu'il faut vous rappeler que le juré dont les avocats de Didi étaient persuadés qu'il était à leur cause a été exclu parce qu'il y avait un juré là qui est parti et les avocats de Didi l'adoraient parce qu'il était vraiment avec eux. Ils avaient trouvé que dans ses manières, il était avec eux, il a été exclu. Donc je pense d'ailleurs que s'il avait été lui là, peut-être qu'ils auraient eu encore moins de peine. Donc vraiment, c'est une dinguerie. Mais je trouve que l'affaire Didi, et c'est ça qui est très intéressant, joue sur nos psychologies humaines, sur nos manières de voir les rapports humains, et on peut se projeter un peu sur ce qu'un jury de 8 hommes, 4 femmes peut penser sur l'argent. Didi, et ses avocats le répètent à plusieurs reprises, est attaqué pour son style de vie, le fait qu'il ait réussi dans sa vie, et sur le fait notamment que la société Diageo, ils ne le disent pas eux clairement parce qu'ils peuvent risquer un procès, mais en gros, il a très bien réussi dans ses affaires, et on veut le piéger au final. Mais en tout cas, c'est l'argent. Son rapport aussi à ces femmes-là est profondément financier, c'est-à-dire qu'elles expliquent d'ailleurs que ce qu'elles subissent très souvent est comblé par des cadeaux, ou alors ce qu'elles vivent est soutenu par le fait que en fait aussi elles arrêtent de faire ce qu'ils veulent, il y aura plus d'argent. Et je pense que sociétalement ça donne 2 sons de cloche. Il y a des femmes qui vont vous dire ouais, elles sont totalement sous emprise, elles peuvent plus rien faire parce que voilà, il y a de l'argent. Il y a des hommes qui vont vous dire exactement pareil, et il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire j'ai un doute, parce qu'en fait c'est des rapports humains. Et factuellement, il y a des gens qui vont vous dire est-ce que vraiment elle était consentante, et c'est là le terrain de jeu des avocats de Didi. On l'a vu. Regardez, en général, on dit que les femmes aiment l'argent. Mais les hommes adorent aussi l'argent. Regardez un groupe d'amis banal comme ça, quand un réussit beaucoup, regardez comment les autres deviennent Dès qu'il dit quelque chose dans les conversations, ils commencent à dire ouais, vraiment, il est toujours intelligent. Il y a des gars même qui deviennent leurs porte-sacs en fait, parce qu'ils se disent que c'est le gars qui a réussi. Mais vraiment dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés, vous voyez ce phénomène-là se passer. On va vous dire que les meufs aiment l'argent, mais les gars aussi aiment l'argent. En fait, ils sont soumis aussi au fait de se dire que le pouvoir, la richesse, et je pense que c'est un argumentaire qui, pour moi, dans un jury d'hommes, ne laisse pas indifférent. L'argumentaire de Didi qui dit que finalement, je ne suis pas parfait, mais ces femmes-là étaient consentantes pour avoir des relations avec moi, et j'ai réussi, et elles ont aussi profité de mon argent, est un argumentaire qui passe très bien chez un jury d'hommes, et vous pouvez faire l'essai. Si vous prenez 8 personnes de sexe masculin, là, tout de suite, et vous leur posez la question, je pense que
il y aura forcément au moins une personne, c'est ça que je veux que vous compreniez, et je l'ai répété à foison, il y aura forcément au moins une personne qui va vous dire je doute. Si cette personne doute, c'est fini. D'ailleurs, je pense d'ailleurs qu'avec un jury de femmes, spécifiquement sur les accusations de trafic sexuel, il y a des chances aussi dans cette affaire spécifique. Peut-être que les femmes, je pense, auraient condamné trafic sexuel pour Cassie, elles n'auraient pas condamné Jane. Je pense qu'il y aurait eu la spécificité de voir que Jane n'est pas la même personne que Cassie chez les femmes, mais elles auraient peut-être eu plus de compassion pour Cassie. Mais un jury prépondérant masculin, je pense que les argumentaires, les contre-argumentaires, en restant sur les cadres de la loi, c'était beaucoup plus simple de le convaincre qu'un jury qui aurait été plus féminin. Et c'est d'ailleurs pour ça, selon moi, que les faits de condamnation sont extrêmement vicieux, vu qu'ils disent ceci. Didier est condamné pour transport à des fins de prostitution. Ça criminalise quoi? Transporter toute personne d'un état à un autre dans l'intention qu'elle se livre à une prostitution ou à des actes sexuels rémunérés. Et là où je pense que l'argumentaire de Didi a très bien fonctionné, c'est que c'est Cassie et Jane qui sont considérés comme ça. On aurait pu penser au début que c'était les fameuses escortes pour lesquelles il était concerné, mais non, dans le déposé de la plainte, c'est Cassie et Jane. Les personnes transportées à des fins de prostitution sont Cassie et Jane. Ça veut dire que les jurés ont estimé que non, ce ne sont pas des femmes trafiquées sexuellement, mais c'est pire, ce sont des PUTE. Et donc du coup, on condamne Didi pour avoir transporté des PUTE dans l'objectif explicite qu'elles aient des relations avec lui, ses amis, du cash ou des avantages divers. C'est-à-dire qu'ils ont été plus à même de considérer qu'elles étaient là pour l'argent et qu'en gros, il est plus coupable de les avoir transportées, ce qui va lui valoir une condamnation, que de trafic sexuel. Alors, je répète encore une fois, le but de cette vidéo n'est absolument pas de soutenir Didi, mais d'expliquer pourquoi il a gagné contre le RICO. Et de voir en quel point, sociétalement, ça nous concerne plus ou moins tous. Et de vous expliquer en quoi le doute sur chacun des éléments, les 8 éléments que je viens de mettre en exergue, par exemple, ont pu faire en sorte que il ne soit pas condamné pour les faits dans lesquels il a été condamné. Et pourquoi, du coup, les condamnations se sont retrouvées quand même sur 2 faits mineurs, mais que ces 2 faits sur lesquels il a été condamné montrent aussi quelque chose de sociétal dans la manière d'observer des jurés. Et que, pour moi, c'est aussi parce que c'était un juré plus masculin qui, à la fin de la journée, a pu, pour une partie d'entre eux, en tout cas, plus s'identifier à Didi qu'aux femmes qui étaient face à Didi, surtout que l'organisation criminelle en elle-même, et ça c'était le travail du procureur, n'a pas été prouvé. C'est-à-dire qu'il n'avait pas suffisamment de preuves pour avoir l'organisation criminelle, donc du coup c'est devenu la charge des femmes qu'ils ont fait témoigner. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un tweet hier soir en disant que j'attendais la conférence de presse du procureur. Et il faut savoir qu'en général dans ce genre d'affaires, il y a toujours la conférence de presse au procureur quand ça se termine. Quand ils gagnent, ils sont super contents parce que le procureur aux États-Unis, quand il gagne une grosse affaire, ben en vrai il sort, il fait des conférences de presse. Et elles n'ont pas fait de conférence de presse après leur défaite hier, et je trouvais ça honteux de leur part. Parce que ce qu'elles ont fait, et je sais que peu de gens vont comprendre ce que je veux dire, mais ce qu'elles ont fait est criminel. Moi, je trouve que les procureurs ont mal taffé. Et en fait, elles ont exposé Cassie et Jane parce que finalement, leur dossier, réfléchissez bien, leur dossier était mal préparé à elles. Cassie et Jane, avec des peines, elles ont souffert avec Didi et tout. Mais du coup, elles sont venues soutenir un dossier d'organisation criminelle. Les autres, elles n'avaient pas suffisamment d'éléments pour concrétiser l'organisation criminelle. Elles n'ont pas voulu aller faire la structure même de l'organisation criminelle. Elles ont balancé les 2 meufs comme ça face à un juré. Elles se sont retrouvées perdues face à un juré masculin. Et en plus, donc du coup, les meufs, elles ont raconté tout ce qu'elles ont vécu et leurs différentes peines. Et finalement, l'organisation criminelle était centrée sur les meufs. Bah, ça pouvait pas se structurer sur 2 femmes. De dire que c'est une organisation criminelle, en plus des femmes qui parfois aient des sentiments pour lui, bah en fait elles ont, je trouve, très mal taffé. Elles se sont trop appuyées sur ces femmes et finalement donc du coup elles les ont jetées à la vindicte populaire. C'est pour ça que j'espérais hier écouter leur conférence de presse, savoir ce qu'elles avaient à dire et comment elles allaient répondre, et le fait qu'elles ne l'aient pas fait pour moi montre déjà qu'il y a une grosse gêne sur la manière dont tout ça a été fait, parce que, et il faut le reconnaître, moi j'ai pensé qu'elles ont, et ça c'était le 9e argumentaire de Didi, à chaque fois été déstabilisé. Dès le début, quand ils sont arrivés avec les trucs de 600 pages et qu'elles disaient on n'a pas encore tout lu, l'équipe de Didi, c'est une équipe de A-list avec Brian Steele. On a vu les contre-interrogatoires saignants de Westmoreland, le fait que eux ils changeaient de protagoniste. En fait, si on a une femme noire qui témoigne, on met une autre femme noire. Si tu en as un homme, on a un homme. Si tu as une femme qui témoigne de tes violences que tu as subies, on envoie une autre femme t'interroger comme ça. Du coup, c'est
c'est une femme. Et en fait, ces argumentaires-là, en fait, ça a donné finalement à l'équipe de Didi un rapport très émotionnel qui a contré les procureurs. C'est-à-dire que elles ont joué. Et il y avait d'ailleurs un document de CNN qui avait dit ça au début, qui avait dit que le jury féminin pouvait avoir une faiblesse. Et effectivement, nous, quand on entend jury féminin, on se dit c'est des femmes qui vont à l'attaque contre un homme. Mais je pense qu'elles auraient dû intégrer des hommes dans leur équipe, parce que finalement, ça a permis à l'équipe de Didi d'avoir tout le monde entier, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient des femmes noires, des gens très différents qui pouvaient jouer, alors que elle jouait vraiment le côté, c'est des femmes pour les femmes, nous sommes ensemble et tout. Et encore une fois, face à un jury principalement masculin, c'est pas forcément un argumentaire qui prend de ouf, en fait. C'est normalement les gars, c'est des gars qui regardent la télé chez eux, ils veulent juste rentrer chez eux au plus rapidement possible. On leur donne des guidelines pour suivre la loi. Et encore une fois, on a vu que l'équipe de Didi ne reculait devant rien. Most important, I want everyone to know the job is not done yet. We're not finished, the job is not done yet. And do the right thing. It is such a privilege to be a part of this legal team, this amazing legal team, and to represent Sean Combs. Le saut final qu'ils ont fait, et qui pour moi devrait vous confirmer qu'ils n'avaient pas peur que vous traitiez Didi de gros porc ou de sale part, c'est le coup de la fin. C'est le coup de la fin qui est un coup de massue, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. C'est-à-dire que elles sont arrivées au début avec les vidéos des freak-off, en vous disant que les freak-off étaient dégueulasses. Certaines personnes ont inventé dans leurs vidéos des scènes de freak-off. Mais en fait, l'équipe de Didi a quand même fait, pour sa propre défense, écouter, et pendant de longues minutes, je crois plus de 20 minutes, et voir des vidéos de freak-off au juré. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont dit, non, on va vous raconter les freak-off et tout, nous on va vous montrer tout. Du coup, ça veut dire que même l'argumentaire qu'il nous disait au début, en fait, si on avait trouvé des vidéos chez lui et tout, non, en fait, il vous montre lui-même les vidéos pour vous dire qu'en fait, finalement, c'est mon style de vie, je suis un gros porc, je suis un connard, je peux frapper des femmes et tout. Mais est-ce que ça, c'est du trafic? Ou alors, est-ce que ça, elles ne sont pas consentantes? D'ailleurs, dans sa plaidoirie finale, la procureure essaie de dire que oui, dans la vidéo que vous voyez de Jane, on essaie de vous faire croire qu'elle est consentante, mais en réalité, elle n'est pas consentante, elle est sous farine, et je pense que la farine, c'était le seul élément qui pouvait coincer Didi, en fait, sur ces accusations-là. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai vu la mule parler, le 10e point, d'ici, la mule, pour moi, c'était l'assistant de Didi qui disait que il ramassait la farine par-ci, par-là. He was horrible. He's a bad guy. Didn't you see the video of him money his girlfriend? Yes, that stuff is bad. But that was not the SEX trafficking. That was not the racketeering. And I don't condone it. Maintenant, on sait que Didi aura quand même une peine de prison. Il fera entre 22 mois de prison, à savoir 2 ans, et sachant qu'il a déjà fait 10 mois. Et 5 ans et 3 mois de prison. Ça, ce sont les guidelines des deux parties. À savoir que les avocats de Didi proposent 22 mois de prison. Parce qu'ils savent que s'il a 22 mois de prison, sachant que c'est sa première peine dans ce genre de cas, en fait, elle sera aménagée et ils pourront avoir une peut-être peine à domicile. Et de l'autre côté, en fait, ils ont donné la peine la plus forte pour ce genre d'accusation dans une première accusation, à savoir environ 63 mois de prison. Le juge, lui, maintenant, va rassembler les éléments et donner son verdict final en octobre. Pour le moment, je pense qu'il est plutôt contre Didi parce que hier, il a refusé la liberté conditionnelle. Il y aura une autre audience le 8 juillet pour que Didi puisse sortir sous caution. Mais hier, il a dit que, au vu de la lettre que Cassie a produit, parce que Cassie a produit une lettre avec son avocat, demandant à ce que Didi ne sorte pas de prison parce qu'elle a peur pour sa vie. Et ça, encore une fois, moi, je fais que vous le dire, la procureure, là, doit se poser de bonnes questions. Non, mais pas parce qu'elle ne veut pas attaquer Didi, mais parce qu'en fait, un dossier aussi fort ne veut pas être centré sur le témoignage de 2 femmes que tu vas peut-être devoir relâcher dans la nature, et surtout, quel camouflet si tu es une femme procureure, que tu as pris 5 autres femmes avec toi, que vous avez mené une bataille contre un homme qui est violent, qui assume d'être jaloux et d'avoir commis plusieurs exactions, mais pas justement le trafic et l'organisation criminelle, et qu'au final, le verdict que tu obtiens, c'est que finalement, les 2 femmes que tu as là, en fait, ce sont des PUTE, et qu'on l'accuse, lui, de les avoir transportées. Déjà, pour elle, c'est violent. Diddy's attorney used his final words to the jury to tell them that Cassie is not a victim. In fact, Mark Agnifilo kept repeating it over and over throughout his closing argument, saying that you've heard people say, Cassie is a victim, Cassie is naive. Mais en plus, pour toi, c'est un vrai camouflet. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que les procureurs là, vont devoir expliquer. Les procès, en général, les RICO, ça coûte extrêmement cher. Et donc, c'est rare de recommencer un RICO quand tu as perdu le premier, mais peut-être qu'elles peuvent essayer de se relancer là-dedans. Mais
je pense qu'il y a très peu de chances qu'il ait un nouveau procès. Je pense que c'est soit le juge va être très dur avec lui et lui faire une peine plus sévère pour rattraper les manquements de ce qui s'est passé avec les procureurs sur le transport de prostitution. Bah en fait, il sortira assez rapidement en octobre ou un peu plus tard, après avoir connu quelques mois, ou alors peut-être même qu'il va bien discuter, avoir une libération sous caution. En tout cas, effectivement, l'aventure de ce procès est beaucoup moins folle que ce que ça avait été prévu, parce que les faits sont beaucoup moins fous, pas dans la gravité, parce qu'effectivement, on condamne tous les agressions faites aux femmes, on condamne tous les violences, enfin, voilà, ça semble être une évidence. C'est juste que dans le cadre du procès, c'était difficile, et on l'a vu donc, de lier ça à une organisation criminelle et à un trafic sexuel. S'il avait été jugé pour violence et tout, enfin, on n'aurait même pas eu de vidéo, il serait en prison depuis. Tous les youtubeurs, y compris moi, qui vous ont fait des vidéos et tout, même ceux qui ont raconté n'importe quoi, parce qu'il faut quand même poser des questions à vous qui avez regardé plein de gens qui vous ont raconté n'importe quoi, il faut aller leur poser les bonnes questions. Bah en fait, on n'aurait même pas pu faire de vidéo, il serait déjà condamné, on aurait jeté la clé depuis. C'est que comme Cassie a pris l'arrangement financier et que Jane n'a pas porté plainte et que c'est les deux, mais en fait, il y avait pas de case de violence conjugale non plus pour l'État américain. Donc, ils se sont retrouvés forcés de faire cette histoire de Rico, mais le Rico a volé en éclats dès le moment où il n'y avait pas de preuves physiques et dès le moment où Didi a pris une équipe d'avocats élistes qui venaient là se balader avec Brian Steele. Thank the ladies and gentlemen to my right and my left. There is not a better group of honest and ethical, hardworking and zealous lawyers, and I especially wish to thank Mark and Tenny for allowing me and everyone else to come together. Bah en fait, ça va me hanter toute ma vie, et je pense d'ailleurs que il y aura des séries et des films dessus. Je dis même pas ça pour rigoler, mais un peu comme pour O.J. Simpson. D'ailleurs, je crois que à la fin de l'interrogatoire entre Jane et Didi, Young Thug a tweeté Brian Steele, genre en mode wow, tellement il a été violent avec Jane. À la fin, c'est pour ça que je dis que si ça avait été un jury même féminin, Jane, je pense pas qu'il y aurait eu de condamnation pour trafic sexuel pour elle. Elle a subi fort. I got my MTV out. Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! Et maintenant, le 11e et avant-dernier travail de Didi, même si les deux derniers travaux seront liés, sera la réhabilitation. Parce que, oui, Didi est foutu. Didi ne pourra plus jamais redevenir l'homme qu'on a connu, sa réputation est ruinée à jamais. Mais, il y a quelque chose que je critique souvent, et à chaque fois que je critique ça, il y a des gens qui vivent sur la terre et la mer, ça veut dire qu'eux ils vivent à l'envers, qui ne le voient pas. Ben en fait, Didi est devenu hier une icône. Et là, on va me tomber dessus, on va dire que oh, Stevie, il veut le soutenir, mais pas du tout, pas pour moi, jamais pour moi. Ben alors là, vraiment, je peux vous dire que jamais pour moi, vu que, en fait, vous ne suivez pas mes vidéos, vous coupez mes vidéos, ou alors, je sais pas, vous les comprenez pas. Moi, j'ai aucun amour pour ce que vous appelez de culture. C'est-à-dire que j'aime la musique, mais cette espèce de truc où il faut grandir les bad boys et tout, je vous ai toujours dit, j'exècre ça. Ça, c'est pas pour moi. D'ailleurs, je fais en général très peu de vidéos sur les affaires de farine, de machin, parce que j'ai un petit mépris pour ça. Je peux même pas mentir. Chaque fois, je vous dis toujours que tout le monde doit finir en prison. Mais dans la culture, dans le ghetto, dans le hood, Didi va devenir une icône. Pourquoi? Parce qu'il a battu Rico. Et que battre Rico, c'est battre l'État américain. Ça montre à quel point tu es fort. Ça montre que ce que tu racontes dans tes chansons là, ce que lui il a dit toute sa vie là, bad boy for life, bah c'est ce qu'il est. Il l'incarne. Il l'incarne. D'ailleurs, il y a plein de meufs là. Vous êtes toujours en train de raconter que ce que Drake raconte, c'est pas vraiment à la rue. Drake ne ressemble pas à un gars de la rue. Bah, en fait, assumez. Assumez jusqu'au bout parce que Didi, c'est ce qu'il est. Non, mais parce qu'en fait, j'aime cette partie. J'aime cette partie de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sur la terre et la mer en même temps. Soyons donc logiques. Ce à quoi on va assister et ce à quoi on commence à assister, ce sera la réhabilitation stricte de Didi. Pas parce que je la soutiens, vu que moi j'exècre ça. Mais on a déjà commencé à la voir. Funk Flex a traité Cassie de PUTE. Il a dit que pour lui, elle n'était absolument pas une victime. On a vu Boosie commencer à nous dire que, lui, ça fait des mois qu'il nous dit que Cassie est une... On a commencé à voir plusieurs personnes du hood nous expliquer que non, Didi a toujours été innocent. Vlad TV a fait plusieurs tweets pour dire que Cassie est une ordure.
Et là, vous recommencez à comprendre. Le Hood va soutenir Didi. Et ils vont soutenir Didi d'autant plus fort que je vous avais dit quelque chose au début, c'est que le transport de PUTE, selon eux, est quelque chose d'intégré dans leur culture. Donc du coup, si tu condamnes Didi pour ce fait-là, sachant qu'ils racontent dans leur chanson qu'ils transportent les PUTE, même ceux qui restent calmes, et je l'avais expliqué dans plusieurs autres vidéos, le pensent au fond d'eux. Donc, oui, Didi va tomber, mais il va falloir assumer le fait que vous dites à chaque fois que Drake, par exemple, ne livre pas ce qu'il raconte, bah en fait, voilà ce que vous aimez. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà un vrai bad boy dans ce qu'il est, en fait. Après, vous aimez pas, mais quand vous dites que vous voulez les bad boys, les gens qui... Didi vous propose ça en grandeur nature. J'aime vu que Tiny, qui avait été accusé de violence avec T.I., a fait un post en disant que oui, c'est bon, on va commencer à cesser de nous accuser juste pour être freaky. En gros, pourquoi est-ce que vous allez nous mettre à la barre? Parce que nous, on aime le sexe. C'est ça qu'elle vous a dit. Et elle ne sera pas la seule. Pour le moment, beaucoup d'entre eux se taisent encore parce que il n'est pas encore sorti. Mais comme vous avez vu Young Miami et les autres commencer à s'exciter, vous allez voir, pas tout de suite, parce que ce que je vous dis, vous allez vous prendre pour un fou, vous allez vous dire que je le dis ça parce que je le soutiens alors que c'est l'inverse. Vous allez voir que dans les mois à venir, si le jour il sortira vraiment, au début il sera un paria, petit à petit il va devenir leur héros, même s'il est beaucoup plus pauvre. Parce qu'il va incarner ce que vous voulez en général, en fait. Vous nous dites que vous voulez les rappeurs qui... Voilà, c'est ce qui sera. Ce sera le plus gros coup pour lui-même de sa street crédibilité. Today is a win. Today is a victory of all victories for Sean Combs and our legal team. Et le 12e point de cette vidéo est de savoir, est-ce que c'est la fin ou est-ce qu'il y aura un bis repetita? Il y a encore plusieurs autres personnes qui vont porter plainte à Didi, donc du coup, les 12 travaux de Didi ne sont pas encore terminés. Il y en a eu 12 là, mais il y a encore d'autres guerres qui arrivent. Le seul truc, c'est que je pense qu'en ayant battu le RICO, toutes les personnes qui lui portent plainte au civil vont avoir beaucoup de mal. Parce que les avocats de Didi qui ont d'ailleurs été, vous vous rappelez de Westmoreland, qui ont été méprisants, méchants, violents avec Dan Richard et tout, leur ont donné l'avant-goût de ce qu'ils ont au procès. Parce que là, ils sont prêts, ils sont galvanisés à fond, ils ont battu la plus grosse équipe aux États-Unis, quel est l'avocat qui va venir les battre. Donc du coup, je pense que là, il est galvanisé à fond. Donc je pense que les autres affaires aussi vont commencer à s'amoindrir. Maintenant, la question aussi que je me pose par rapport à lui-même, c'est de savoir est-ce que les freak-offs vont continuer. Parce que finalement, la question qu'on peut s'opposer, et qui moi me semble quand même vitale dans ces affaires, c'est la ligne du consentement. Je parle au-delà de Cassie et de Jane. Moi, par exemple, j'avais fait un tweet en 2023, le jour où Young Miami a fait l'interview dans lequel elle racontait qu'elle adorait se faire uriner dessus. J'avais fait un tweet en disant qu'un jour, on verrait cette affaire-là différemment. Golden showers, meaning when the guy pees on you, pee on you everywhere. You like it? I just like it. You do? But like peeing on you. I don't know. It's just, I don't know. It's just too I'm gonna be honest. Il s'est trouvé que quand les affaires de Cassie ont commencé à voir le jour, on a vu l'affaire différemment. On a commencé à revoir l'interview de Young Miami quand elle disait elle se faisait pisser dessus. On a fait le lien avec Cassie et Jane. Mais maintenant, je me pose la question de savoir est-ce que lui va continuer? Est-ce qu'il va continuer à faire ça avec Young Miami s'il sort de prison? Et est-ce que ça ne va pas le mener? Parce que pour le moment, là, Young Miami, elle est go papi, elle est heureuse de voir son champion sortir de prison. J'ai vu que Gina, qui nous racontait il y a 5-6 ans que Didi était violent et tout, était contente. Elle a dit qu'il n'a jamais eu rien de mal contre elle, donc du coup elles sont heureuses de le voir plus ou moins revenir à la maison. Mais est-ce que dans quelques années, ces mêmes femmes ne peuvent pas commencer à venir nous dire l'inverse? Que pensez-vous de cette histoire, de tous ces différents faits? Dites-moi, si vous avez regardé avec des amis, s'ils ont compris le verdict non coupable sur les différents faits, dites-moi si ils ont eu des doutes, s'ils n'ont pas eu de doutes. Si par exemple vous avez des amis qui n'ont pas eu de doutes, qui étaient tout à fait sûrs, c'est tant mieux. Si vous avez eu au moins un ami qui a eu un doute ou une pote qui a eu un doute, ça vous montre aussi, encore une fois, ce que vous avez expliqué, que c'est très difficile parce que c'est basé sur des rapports humains. Ça, à la fin, si vous estimez que ce sont des co-organisateurs d'une organisation criminelle, posez-les au début, mettez-les au même niveau que Didi. Du coup, là, d'un coup, les gens se disent, ok, mais vous n'allez pas vous faire au jury que, en fait, vous avez misé au début sur le fait que vous voulez l'avoir seul. Après, vous avez mis des témoignages de personnes que vous avez retirées parce que vous avez rendu compte que c'était pas suffisamment fort, et à la fin vous nous dites non, c'était pour que ce soit plus simple pour le juré. En fait non, c'était parce que vous aviez compris que ça desservait les ficelles du RICO, et par geste de désespoir vous avez commencé à ajouter certains de ses employés, mais il fallait les mettre au début dans l'organisation criminelle. Comme ça aurait été plus fort et ça n'aurait pas centré ça sur les deux femmes qui finalement se sont retrouvées à être exposées et qui ont peur pour leur sécurité maintenant qu'ils risquent de sortir dans les mois ou années à venir. Bref,
Pour moi, elles ont joué le procès réseaux sociaux, elles ont gagné sur les réseaux sociaux, elles ont perdu à la cour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Likez, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.